Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On avait envie de prendre un moment pour partager des choses qui nous tiennent à cœur autour d'une discussion sur les clés d'un projet en équipe. L'idée, c'est de réussir nos projets, d'avoir du plaisir à le faire. Je m'appelle Yvan, on a Anne-Christine, ma partenaire de présence active et compagne. Et puis, on va explorer un certain nombre de sujets qui nous semblent être des leviers, des endroits qui font des différences significatives pour la réussite de projet. Anne-Christine, qu'est-ce qui amène ce sujet pour toi? Comment on en arrive à partager ça aujourd'hui, à avoir cette discussion? Je pense que c'est déjà nos chemins individuels qui nous ont amenés là, par notre envie, notre volonté en fait de participer à des projets. Et voilà, de le faire soit au niveau de la famille, soit au niveau des amis, au niveau professionnel. Et puis de finalement se rendre compte qu'il y a des vraies clés, il y a des vrais leviers pour que les projets fonctionnent mieux, ou fonctionnent de manière plus fluide ou plus rapide. Et puis, voilà, il y a un élan de contribution, de partage de ces informations qui nous ont été utiles à nous. Et puis, en fait, avec le vœu pieux qu'elles puissent être utiles à d'autres pour pouvoir vous soutenir dans vos projets, amener des endroits où ça peut débloquer aussi des solutions qui seraient un petit peu cristallisées, ou simplement donner des informations sur, idéalement, quels sont les leviers, les façons de faire qui fonctionnent mieux, sachant qu'il n'y a pas de solution universelle, et puis que ce qui a fonctionné à un endroit peut ne pas fonctionner à un autre endroit. Et voilà. Et il y a aussi cette question de l'humilité, de capter que finalement ce sont nos clés, c'est celles qu'on a expérimentées nous, et que de nouveau c'est c'est avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, là où on en est arrivé aujourd'hui, et la synthèse qu'on a pu faire après toutes ces années de pratique. Et voilà, je crois une grande envie de contribuer à ce que les projets en équipe, qui ont lieu absolument partout dans l'existence, en couple, en famille, entre amis, au niveau professionnel, au niveau associatif, que ça puisse se faire de manière la plus fluide et la plus efficace possible finalement. Et de ton point de vue, en fait, qu'est-ce qui nous a amené à faire cette discussion aujourd'hui sur les clés? Moi, je crois que c'est déjà l'expérience que j'ai eue dans ma vie, alors professionnelle, mais aussi, société civile quelque part. Au niveau professionnel, il y avait des formes de management qui parfois fonctionnaient bien, parfois étaient vraiment pénibles, démotivantes. Et puis d'un autre côté, dans la société civile, plein de projets qui étaient super intéressants, super inspirants et qui rencontraient des difficultés. Et alors soit qui avaient de la peine à fonctionner, soit qui s'arrêtaient complètement. Après avoir passé pas mal de temps, donc c'est quelque part il y a un côté un peu gaspillage et c'était pas évident d'accueillir ça. Et du coup, après avoir constaté ça dans plusieurs types de projets, d'équipes, j'ai voulu explorer qu'est-ce qui pouvait faire une différence, qu'est-ce qui permettrait que ça soit super cool, qu'on réussisse ce qu'on fait, qu'on ait des résultats, et puis en même temps qu'on prenne soin de la manière de fonctionner ensemble, des relations. Et ce que ça a mis en lumière, c'est il existe certaines méthodologies qui, moi, me conviennent. Donc elles ne conviennent pas à tout le monde. Et ça, du coup, ça amène une dimension méthodologique, technique, avec des process, des outils. Et d'un autre côté, il y a une dimension qui est vraiment le côté des personnes, de comment chacun se tient dans la relation à l'autre, au groupe, comment on communique, comment on tient ce qui est important pour soi, comment on amène de la souplesse. Et du coup, toute la dimension de l'attitude des personnes, des relations. Et ça, c'est quelque chose que j'ai plutôt exploré dans des approches comme la PNL ou la communication non violente, des approches qui sont beaucoup plus sur l'interaction ou l'accompagnement. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai vraiment l'élan de partager en fait quelque chose qui réunit un petit peu ces univers qu'on trouve pas forcément réunis
dans la plupart des approches, et pourtant c'est vraiment des leviers qui paraissent importants de pouvoir intégrer ces deux dimensions. Voilà. Du coup, avant de rentrer dans des sujets plus précis, déjà il y a quelque chose un petit peu de méta qu'on avait envie de vous partager. C'est ces deux dimensions, alors je viens d'en parler un petit peu, mais il y a cette dimension attitude personnelle et relations, puis une dimension organisation et gestion. C'est quoi pour toi tout ça, ou qu'est-ce que tu peux conseiller par rapport à ça? Moi, dans l'expérience que j'en ai eue, ou que j'en ai encore justement des projets collaboratifs, l'axe d'entrée en fait avait été justement de mettre en place de l'organisation et de la gestion. Et rapidement, personnellement, je me suis pris les pieds dans le tapis sur mes propres attitudes personnelles et mon incapacité en fait à rentrer de manière saine dans le groupe et à entretenir des relations qui étaient basées, voilà, idéalement sur la confiance, ce genre de choses. Donc là, pour moi, la grande clé, c'est de capter cette association en fait de ces deux piliers. C'est que finalement, les projets s'organisent. Et pour ça, il y a tout un tas de techniques qui fonctionnent aujourd'hui très très bien. Et puis, en l'occurrence, c'est quand même un groupe de personnes, c'est une somme d'individus qui vont mettre en place, utiliser toutes ces formes d'organisation. Et que finalement, justement, comme tu le disais, cette capacité déjà d'être centré de soi, soit de comment on rentre en relation avec l'autre, comment on interagit, à quel moment, avec quels mots, comment je vais pouvoir amener en fait de l'affirmation de moi. Tu as parlé de communication non violente aussi. Voilà, tous ces aspects qui font que finalement la relation, elle vient se positionner à un niveau qui est sain, où je peux dire les choses. On est dans ce fameux cadre de confiance que justement les outils nous conseillent, et ça touche vraiment cet aspect humain et relationnel. Et je pense qu'aujourd'hui, pour aborder un projet collectif, collaboratif, de manière saine, c'est d'avoir vraiment en vue en fait ces deux aspects et de travailler autant en fait sur l'un que sur l'autre. Il n'y en a pas un qui est au détriment de l'autre. Les deux sont pour moi en fait vraiment fondamentaux. Voilà. Et toi, du coup, pour toi, c'est quoi cette association? Comment ça se regroupe? C'est quoi les... Pour moi, c'est vraiment à nouveau deux leviers vraiment super importants. Autant sur l'organisation et la gestion, il va y avoir des outils de côté méthodologique d'aborder les choses, j'aurais tendance à dire dans un ordre, dans le bon ordre, selon la bonne manière. Parce qu'on a des bonnes personnes. Voilà, pour les bonnes personnes. Et quelque part, il y a vraiment des méthodologies qui sont super structurantes, qui permettent de maximiser les chances que ce qu'on fait individuellement et collectivement, ça fonctionne. Donc c'est des chouettes appuis, et en même temps, ça m'est arrivé de partager, d'accompagner des équipes sur cette dimension organisationnelle, de gestion, et puis de voir que des fois, ici, il y a une personne, des personnes qui vont avoir une manière d'interagir qui rendent toutes ces techniques que moi je trouve intéressantes et que j'apprécie, ça peut ne pas les faire marcher. Ça peut empêcher leur bon fonctionnement. Et en même temps, de cultiver uniquement le côté attitude, bonne communication et tout ça, ça ne suffit pas à créer une super méthodologie pour fonctionner ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose pour moi de complémentaire. Et puis il y a dans la dimension relationnelle, il y a quelque chose, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, sur la notion de confiance. À un moment, pour que tout ça puisse bien fonctionner, c'est important qu'on soit dans des types de relations qui permettent de se sentir en confiance, quelque part en sécurité. J'ai trouvé très intéressant, il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, Les 5 outils pour réussir en équipe. Et ils illustraient vraiment ces deux facettes qui étaient vraiment un socle. Quand il y a les deux, en fait, c'est quelque chose qui peut être puissant. Voilà. Super, merci. Du coup, je propose qu'on aille directement sur le côté individuel, puisque finalement... pour moi, c'est la plus petite partie en fait d'un projet global en équipe. L'individu, voilà, ça va être quelque part la cellule de départ qui va elle en fait pouvoir interagir par la suite avec d'autres.
Et du coup, on a mis le doigt sur l'état d'esprit, en fait, individuel. Et pour toi, c'est quoi les points clés, les aspects super importants au niveau de l'état d'esprit ? Alors, il y en a plein. Ça, j'ai adoré sur des approches de... pour moi, c'est les formations de PNL qui, je pense, m'ont mis le plus en lumière ça, quoi. PNL, zéro mental. Sur comment, en fait, la manière dont on pense les choses, dont on perçoit le monde, en fait, comment ça influence sur déjà le ressenti, comment je vis bien de moi à moi, la relation, le projet, l'interaction avec le monde, et que quelque part on peut choisir et optimiser notre manière de penser les choses, notre manière de percevoir le monde. Et là, on a noté un petit peu deux points comme ça. Il y a ce côté d'état d'esprit qui est noté évolutif, mais état d'esprit de croissance, état d'esprit apprenant, d'ouverture. Par exemple, souvent, il y a le fait de faire des projets et de rencontrer des échecs. Et suivant comment on prend les échecs, c'est quelque chose qui peut nous faire un effet de douche froide et puis je recommencerai jamais. Et là, il y a l'idée de l'état d'esprit de croissance. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui nous invite à faire attention, à se méfier de nos propres fonctionnements mentaux, émotionnels, pour réinterpréter les choses différemment, donc les percevoir différemment, les vivre différemment. Un échec, a priori, soit je réussis, soit j'apprends. Et en fait, la vie, c'est un grand apprentissage. Les personnes qui arrivent à garder cet état d'esprit un petit peu de croissance, c'est des personnes qui vont grandir. Et c'est sans fin. C'est sans fin. Et puis l'autre chose qui pour moi découle vraiment et très en lien avec cet état d'esprit de croissance, c'est cette idée qu'on retrouve à nouveau beaucoup en développement personnel, en coaching, le soi désiré, le soi actuel. Et en fait, des fois on a tendance à se focaliser sur c'est comme ça et puis à s'enfermer dans un espèce de soi figé. Et l'idée, c'est vraiment quelque part de se connecter à des idéaux. Alors peut-être pas trop, parce que c'est pas la meilleure stratégie. Des fois, c'est trop difficile d'aller tout de suite à un soi super idéal. Mais peut-être d'identifier, ok, qu'est-ce que je pourrais faire qui serait déjà un moi en mieux. Et de se focaliser là-dessus, puis après de faire le point, ok, soi actuel, qu'est-ce que je devrais faire. Et en fait, cette logique entre soi actuel, soi désiré, souvent ce qu'elle illustre, c'est qu'on pourrait aborder ça de manière comportementale, en se disant pour passer de ça à ça, il faut que je change ce que je fais. Et ce qui illustre la PNL, des niveaux logiques, donc là peut-être je suis un peu technique, mais ça illustre vraiment que quelque part, c'est les leviers de changement les plus importants, ils sont sur les changements de perception, souvent qui passent par nos croyances. On a souvent un paquet de croyances limitantes. Et il est possible de les identifier. Si on en prend conscience, on peut commencer à aller les transformer, choisir des croyances soutenantes. Et quand on arrive à pratiquer, à passer de ces croyances soutenantes et à mener des projets et à grandir avec ces croyances soutenantes, souvent elles se renforcent. Et du coup, ça nous fait changer d'état d'esprit. Voilà. Ouais. Et pour toi ? Oui, en t'écoutant, je me suis rendu compte aussi d'une clé qui m'est apparue, qu'on n'a pas forcément notée là. Il y avait cette capacité d'observation, en fait. Justement, de pouvoir observer dans quel état d'esprit je suis. Et ça présuppose que je suis pas collée, en fait, à ce que je pense ou ce que je pense que je suis ou ce genre de choses. Et que je peux observer que je pense ou que je pense que je suis. Et ce décalage d'observation, en fait, il donne aussi beaucoup de marge de manœuvre pour justement pouvoir venir travailler sur les croyances, soit de les transformer, croyances limitantes en croyances soutenantes, ou même booster un peu nos croyances soutenantes. Et puis de prendre conscience aussi que finalement, en fonction de l'état d'esprit dans lequel je suis, tu l'as dit aussi, je l'ai traduit dans ma tête par le triptyque du changement, c'est que finalement, à l'intérieur de nous, tout est connecté entre ce que je pense, ce que je ressens et ce que je dis. Ce que je vois. Ce que je vois. Et qu'effectivement, en fait, si je viens toucher un de ces trois niveaux, les deux autres vont changer aussi.
Et ça me rappelle l'histoire de ces bateaux qui arrivaient en Amérique latine et que les Amérindiens ne voyaient pas parce qu'ils n'en avaient jamais vu, jusqu'à ce qu'un enfant dise « Ah, mais il y a des bateaux ». Et là aussi, de capter que finalement, ce que je vois, c'est aussi ce que mon esprit, il va filtrer, ce qu'il est capable en fait de voir ou d'appréhender. Et là aussi, c'est un peu dans cet état d'esprit évolutif, de rester super curieux, et puis de chercher à apprendre tout au long de sa vie. Pour moi, ça fait partie en fait de tout le panorama de cet état d'esprit. Et ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'on peut vraiment travailler là-dessus et puis changer ses perceptions. Et que finalement, en fonction de ce qu'on pense et en fonction de ce qu'on a envie de penser quelque part, on peut se faire la vie plus ou moins sympathique ou plus ou moins dramatique. Et que là-dessus, en fait, individuellement, on a un réel pouvoir. On a vraiment l'occasion, en fait, de déterminer qu'est-ce qui nous va bien. Et c'est sans nier, en fait, qu'il y a des choses qui sont contrariantes. Mais je prends la contrariété et puis du coup j'en fais quelque chose plutôt que, comme tu le disais, rester dans ce soi figé en disant ça a toujours été comme ça. Donc quelque part c'est aussi pour moi une des clés, c'est de se remettre en question, en fait les éléments qui nous conviennent pas. Et je trouve que c'est un vrai levier en fait dans sa vie personnelle et du coup ça a un impact sur les relations puis ensuite les projets ou les choses qu'on peut faire à plusieurs. Ouais. Voilà. Moi, ça me fait penser aussi sur l'état d'esprit, pour le remettre un petit peu en perspective des équipes de projet. C'est un moment, il y a des manières de penser les choses, des états d'esprit qui vont correspondre à des méthodes de gestion de projet et d'autres qui ne seront pas du tout compatibles avec ces approches. Et quelque part, c'est peut-être d'avoir une vigilance, de prendre soin, de voir est-ce qu'on est sur un état d'esprit compatible, commun, qui fait que ça peut bien fonctionner. Oui. A priori, si on a des valeurs et des croyances qui sont similaires, ça va pouvoir aider. Il y a plus de chances. On va faire des choses ensemble, ça va être aidant. Ouais. Comme parler la même langue. C'est une langue quelque part. C'est quelque chose qui est souvent dans des parties plus inconscientes, où tout le monde n'est pas au clair sur justement les valeurs, les croyances qu'on peut avoir. Mais si on arrive soi-même à le conscientiser et puis à partager là-dessus, c'est un endroit, ça crée vraiment un socle commun qui sera vraiment porteur pour la suite. Ouais. Ok. Chapitre suivant qu'on a identifié, donc des grands principes. Les grands principes sont au niveau systémique, justement, valeurs et principes. Yvan, pour toi, c'est quoi les points clés qui sont en lien avec ces grands principes ? Bon, les grands principes comme ça, il y en a un qui me vient et que j'aime particulièrement. Il y a la logique de gestion de projet qui vient du Dragon Dreaming avec les 4 étapes. Mmh. C'est vraiment quelque chose qui pour moi me guide. Donc les 4 étapes, c'est quelque chose qui vient des théories des systèmes vivants, comment les systèmes en fait s'ajustent. Et John Croft a traduit ça par une étape de rêve, d'intention, une étape de plan, de stratégie, comment je m'y prends, une étape d'action, un moment de faire concrètement la chose pour voir ce qui se passe, et la célébration, une espèce de rétroaction, de vérifier est-ce que par rapport à l'intention ça a fait ce que ça voulait, est-ce que la stratégie a été porteuse, est-ce que l'action a permis d'atteindre le résultat, est-ce que la manière d'interpréter le feedback permet que c'est satisfaisant. Donc voilà, ça c'est déjà quelque chose un grand principe que j'apprécie beaucoup. Et puis après, il y a des notions qui viennent aussi de la systémique avec l'approche de Ken Wilber, avec les 4 cadrans. Je trouve que c'est intéressant, surtout quand on commence à s'intéresser à une dynamique de groupe. Il a identifié 4 cadrans, donc 2 cadrans qui sont plutôt sur l'intériorité, comment les choses se vivent à l'intérieur, et du coup des choses qu'on ne peut pas observer avec des outils de mesure, ou vraiment très très difficilement. Et puis une dimension qui est complètement observable, de la température, des centimètres, des quantités, et ainsi de suite. Donc ça, c'est 2 cadrans. À gauche, on est plutôt dans l'intériorité, à droite, dans la partie très concrète.
Et puis, les 2 cadrans du haut, ils sont plutôt dans la dimension individuelle et les 2 cadrans du bas dans la dimension collective. Et ça, je trouve que c'est intéressant quand on regarde une organisation, une équipe, on peut regarder l'intériorité du nous et en fait, on va y trouver tout ce qui est valeur, la culture en fait du nous, qui assez souvent est implicite. C'est pas forcément posé sur papier et ça l'est des fois. Bon, voilà, on peut s'intéresser en tout cas à cette dimension de c'est quoi nos croyances collectives, c'est quoi nos valeurs collectives, et puis est-ce que les personnes, est-ce que les individus qui composent le collectif, comment ils sont compatibles avec ça? Et ça peut illustrer déjà pas mal de dysfonctionnements ou alors valider des choses qui fonctionnent très bien. Et puis sur le côté mise en mouvement, donc dans l'individu, est-ce que les actions individuelles, elles sont en lien avec les valeurs individuelles, est-ce qu'elles sont en lien avec les valeurs collectives, ou est-ce que les actions collectives, pareil, elles sont compatibles? Donc quelque part, on peut créer plusieurs types d'alignements. Il y a l'intériorité du jeu, l'action du jeu, c'est un espèce d'alignement personnel. L'intériorité du nous, l'expression du nous, pareil, c'est un alignement organisationnel, alignement d'équipe. Les 2 dimensions internes, quelque part, on aligne des valeurs, des croyances, des choses de cet ordre-là. Et puis de l'autre côté, on est plutôt sur un alignement des comportements et des stratégies, ce qu'on fait, comment on s'y prend ensemble. Donc ça, je trouve, c'est une grille de lecture qui est intéressante. On peut faire un pont avec, pour ceux qui connaissent, j'ai déjà cité tout à l'heure, je crois, les niveaux logiques qu'on retrouve en PNL. Pareil, je trouve que c'est une grille de lecture qui est assez intéressante et qui parle, qui identifie plusieurs niveaux logiques. Alors a priori, c'est assez représentatif de comment fonctionne le cerveau. Donc il y a le plus bas, c'est l'environnement, qu'est-ce qu'on fait, où, quand, avec qui. Donc c'est tout ce qui a priori n'est pas nous, que ce soit le nous individuel ou un nous collectif. Un niveau supérieur, c'est les comportements. Le niveau supérieur, c'est les capacités, les stratégies, comment on s'y prend. Un niveau supérieur, c'est plutôt les valeurs, les croyances. On peut aller sur l'identité, on peut aller sur au-delà de l'identité. Et quelque part, quand on veut induire des changements, que ça soit individuel ou en équipe, les leviers les plus puissants, ils sont sur les niveaux logiques les plus hauts. Donc ça fait le pont avec le mindset, avec l'état d'esprit qu'il y avait sur le chapitre d'avant. C'est là où il y a le plus de leviers. Et puis une fois qu'il y a un changement sur les systèmes de valeurs, les croyances, l'état d'esprit, on peut identifier des stratégies, créer de la compétence qui, a priori, se déploieront dans des comportements, dans des environnements. Donc ça, ces niveaux logiques, je les recroise avec les 2 premiers concepts que je partageais. Donc on le retrouve dans les cadrans de Wilber. Il y a des niveaux intérieurs qui sont plutôt les hauts des niveaux logiques, les niveaux extérieurs qui sont beaucoup plus du comportement dans l'environnement et on voit des choses concrètes. Et puis par rapport aux 4 étapes du Dragon Dreaming, on retrouve un petit peu ça aussi avec le rêve qui nous connecte plus au haut des niveaux logiques, le plan qui nous amène dans la stratégie, l'action dans les comportements, dans l'environnement, et puis la célébration qui nous ramène à aller revisiter, voir en fait comment... quelque part, qu'est-ce que ça crée comme état d'être? Quand on fait tout ça, est-ce que ça nous fait vibrer ou pas? Parce que moi, j'ai eu pas mal d'expériences de projets où je me disais « Waouh, c'est génial, je devrais faire ça » et tout ça, et je me suis permis d'y aller, de prototyper, de faire des petites tentatives, et puis des fois, en fait, dès la première expérience, elle faisait « Mais non, pas du tout, c'est pas ça ». Donc quelque part, cette rétroaction, elle est vraiment super importante pour valider progressivement, est-ce que je suis sur un chemin qui me nourrit ou pas. Et toi? Super. Et pour moi, les grands principes, alors voilà, tu l'as dit, que finalement piloter sa vie et les projets par les valeurs et les principes, ça nous emmène ailleurs quelque part, ça nous porte individuellement et collectivement à un endroit qui nous dépasse, et ça pour moi c'est un vrai levier. C'est un vrai levier que finalement, ça botte un petit peu en touche nos petits égos, parce qu'on va référer à quelque chose qui est au-delà de nous. Et ça, pour moi, c'est un vrai levier. Et on a pu le constater aussi dans notre groupe qui est nous deux. Le couple. Le couple. Et du coup, en fait,
toutes ces théories en fait sont valables à toute la granularité des niveaux, déjà de soi à soi, dans des équipes aussi petites que 2 personnes. Et puis ça peut aller techniquement, intellectuellement en tout cas, jusqu'à pourquoi pas la planète entière, quoi. Et là, quelque part, je trouve que ça, c'est un des vrais leviers, c'est d'être d'accord sur les valeurs. Et finalement, de se sentir inspiré de manière tellement importante que finalement, à certains endroits où ça peut venir coincer justement des niveaux logiques dont tu parlais un petit peu plus bas, comportemental notamment, de se reconnecter en fait aux niveaux les plus hauts en disant ok, en fait, c'est quoi la raison ? Pourquoi on est ensemble et qu'est-ce qu'on fait ensemble, et tout d'un coup le comportement il est remis à sa place en mode ok, mais là-dessus je peux avoir une action, je peux impacter un changement au niveau de mon comportement qui fait que je me réaligne pour réaliser en fait quelque part quelque chose qui est plus proche des valeurs que simplement mes peurs ou mon petit ego. Dans les grands principes, il y en a aussi un ensemble de grands principes qu'on n'a pas encore cités, c'est tous les principes de PERMA et de la permaculture. Je trouve très intéressant en fait d'observer le vivant et de copier, de faire pareil, simplement voir qu'est-ce qui fonctionne dans l'environnement, dans la nature, et puis de trouver des mécanismes qui font que ça fonctionne. Voilà, je pense que les leviers aussi par rapport à ce chapitre, c'est d'être conscient collectivement en fait des grilles de lecture qui nous aident, et puis de partager ça. Et il y a toute une étape en fait en amont de qu'est-ce qu'on fait dans la pratique, et puis de s'extraire de l'action pour aller vraiment creuser ces niveaux logiques les plus élevés. Même si de temps en temps, en tout cas moi personnellement, ça m'arrive régulièrement, l'envie en fait d'aller dans la matière et de faire des choses. Mais ce que je vois, c'est que, et ça pour moi c'est un des vrais leviers, c'est plus on prend du temps pour se mettre d'accord sur ces grandes valeurs et ces grands principes, et de s'assurer qu'on est vraiment tous d'accord, et il y a un moment donné, quand on arrive dans la structuration et l'action, il y a quelque chose qui est hyper fluide et hyper facile. Voilà ce que je pourrais dire moi par rapport au point clé des grands principes. Ouais. Ça me fait penser alors un autre principe assez systémique que j'aime bien, qui vient à nouveau du Dragon Dreaming mais qu'on retrouve dans la permaculture, c'est cette grille de lecture de prendre soin des individus et de soutenir l'évolution de chaque individu, de prendre soin du collectif, de la relation, de renforcer ça, et puis idéalement de prendre soin de tout ce qui n'est pas le nous, tout ce qui est autour, l'environnement, donc l'environnement, écosystème, la nature, la planète, tout ça. Et ça, j'aime bien avoir cette vigilance quelque part en toile de fond. Alors, est-ce que c'est un levier pour la réussite de tout type de projet ? Je crois qu'il y a pas mal d'organisations qui fonctionnent bien sans forcément prendre soin de l'environnement. On en a pas mal aujourd'hui encore. Mais je trouve que c'est un grand principe qui peut être vraiment, vraiment, vraiment porteur. Et l'autre chose qui me venait, c'était sur les valeurs et principes, c'est des fois de ne pas confondre une méthodologie, une mécanique qui, de mon point de vue, est une stratégie, c'est une manière de traduire des intentions vers l'action, de ne pas confondre par exemple un processus de réunion et une intention de prendre soin des relations. Les valeurs et principes, elles sont en amont, et quelque part on peut utiliser des outils, des méthodes qui, si ça se trouve, ne répondraient pas à ça, ou qui y répondent. Mais on peut vérifier, et à un moment, si les méthodes qu'on utilise, elles ne sont pas appropriées, on peut changer nos stratégies. Et ça, on retrouve cette notion de pilotage qui est d'abord basée sur des valeurs et des principes. On le retrouve dans la permaculture, dans le Dragon Dreaming, on retrouve ça dans les approches agiles. Parce que souvent, pour des personnes qui s'intéressent à l'agilité, il y a des approches comme le Scrum. Scrum, c'est un outil. Et c'est un outil qui peut être intéressant dans certains contextes et pas dans d'autres. Oui. Donc, quelque part, ce qui est plus important, c'est de garder cette grille de lecture, valeurs et principes qui est en amont, qui potentiellement fait qu'on va pratiquer du Scrum ou pas. Voilà, puis on retrouve ça aussi dans la sociocratie. Donc, il y a quand même pas mal d'approches qui ont choisi de ne pas rigidifier des techniques, mais plutôt de poser des grands principes, et puis après qui invitent chaque équipe, à se poser la question: quel serait l'outil, la méthode qui est intéressante et pertinente pour nous, donc de s'adapter au contexte. Oui. Voilà.
Yes. Chapitre suivant, communication et facilitation. Pourquoi ce chapitre? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai reçu un email d'une personne qui m'a dit avoir compris en fait le levier magistral qu'est le rôle de la facilitation dans une gestion d'équipe. Et en fait, j'ai trouvé ça juste génial, cette prise de conscience. Et effectivement, pour moi, ça en est un. Si on devait en prendre 5, ça serait peut-être le number one, je ne sais pas. Mais en tout cas, il fait partie du top 3 des leviers fondamentaux dans les gestions d'équipe. C'est ce rôle de facilitation. C'est quelqu'un qui vient s'assurer que le cadre, en fait, il est sécure pour tout le monde, que le processus, il est adapté et qu'il est suivi, quoi qu'on fasse d'ailleurs. Et avec une posture de neutralité la plus impeccable possible pour permettre à chacun d'avoir l'espace de s'exprimer, d'être entendu, d'entendre aussi ce que chacun dit. Voilà, de fluidifier les interactions. On se rend compte que finalement, en tout cas de mon expérience, les problèmes, ils viennent très souvent du facteur humain. Finalement, c'est pas la problématique, c'est pas le processus de la réunion opérationnelle. Il n'est pas là le problème. Le problème, il est jamais dans l'outil quelque part, mais il est dans son application et puis dans l'interaction entre les gens. Donc pour moi, c'est vraiment le levier de base. Et je me suis rendu compte aussi dans ma vie, c'est que on m'a pas vraiment ni appris à m'exprimer et à m'affirmer, ni à écouter non plus. Et ça a tout été un chemin personnel assez long en fait, d'arriver à toucher cet endroit où j'ai une écoute qui est vraiment véritable de l'autre, en ayant la conscience aussi de tous mes filtres de perception. Et puis de l'acceptation aussi de mes filtres de perception, mais la conscience aussi que j'écoute depuis qui je suis, là où je suis, avec mes croyances, mes connaissances, etc. Et que je fais toujours du mieux que je peux avec l'ensemble de mes connaissances et de mes compétences du moment. Et voilà, et d'accepter aussi ça. Donc finalement, ce premier point d'écoute et d'expression, c'est vraiment un point fondamental pour la qualité relationnelle dans les équipes, et aussi le fait de pouvoir s'exprimer de manière honnête, de pouvoir dire en fait vraiment ce qu'on pense, c'est un bénéfice énorme pour l'ensemble du projet, du collectif et du groupe. Parce que finalement, mon point de vue, il a toujours quelque chose à apporter quelque part à l'équipe et au groupe, et c'est important de pouvoir s'exprimer. Donc ça, c'était le premier point qu'on avait identifié. Et puis le deuxième, qui est un pas plus loin en fait que cet art d'écouter et de s'exprimer, c'est justement au niveau de la facilitation, comment j'aide en fait les autres personnes à écouter et à s'exprimer. Et là aussi, c'est vraiment un art de garder cette posture très neutre et en même temps un guide bienveillant. Voilà, parce que ceux qui font de la facilitation le savent bien. Il y a des moments, il y a une étape qui s'appelle le recadrage, expliquer que les gens débordent et c'est pas forcément facile de calmer ceux qui parlent beaucoup. Je le sais par expérience, puisque moi j'invite les gens en général à me cadrer de moins en moins, mais voilà, on progresse, mais on reste aussi un petit peu qui on est dans tout ça. Enfin voilà, donc quelque part cet art de l'accompagnement, c'est vraiment voilà, c'est d'aller se doter en fait des qualités d'écoute, d'expression et puis de cadrage en fait de ce qui est en train de se passer pour que ça se passe et que ça se passe idéalement le mieux possible. Et voilà, s'il y a un levier que je vous invite à retenir sur la totalité de cette présentation, c'est la facilitation. C'est ce rôle en fait de facilitation en fait des différentes interactions. Et puis même si c'est le levier dont je vous invite à vous souvenir, eh ben vous pouvez quand même écouter encore la suite parce qu'il y a plein d'autres leviers qui sont aussi très intéressants. Pour toi, c'est quoi les leviers par rapport à ça, ou si tu veux ajouter? Alors je rejoins tout ce que tu as partagé.
Moi, je crois que j'ai été bluffé sur la dimension de la facilitation. C'est en faisant une formation avec Frédéric Vincent en zéro mental. Donc, c'était une formation entre guillemets thérapeutique, même si c'est pas forcément le nom qui devrait être mis dessus. Il y avait une manière d'accompagner, une manière d'utiliser le langage que je trouve incroyable, qui est ce que je trouve le plus respectueux en fait de l'autre, de sa carte du monde, de ses perceptions. Et il y a une manière de rentrer en relation qui est magique à pouvoir pratiquer. Et en fait, souvent, quand je vois des personnes qui font soit de la facilitation, ou de la pédagogie, ou de l'accompagnement, je vois qu'elles n'utilisent pas forcément ces leviers-là. Et ça, je trouve dommage parce que ça... En fait, si on est maladroit au niveau de la communication, on a le risque de complètement braquer la personne qui est en face, et du coup de ne pas pouvoir résoudre quelque chose qu'il y a à résoudre, voire de créer des tensions en plus. Et pourtant, il y a une manière de le faire qui s'apprend. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment un levier super intéressant pour toutes les personnes qui sont dans la facilitation de rapports humains. Après, quelque part, le rôle facilitation, il a ce côté vraiment clé parce que il peut, même si les autres personnes ne maîtrisent pas quelque part une manière d'écouter ou de s'exprimer qui est idéale, il peut soutenir ça. Des fois avec des processus ou des fois juste parce que la personne a appris comment le faire. Et en même temps, quelque part, suivant l'attitude des personnes, c'est pour ça qu'il y a aussi la partie communication, suivant l'attitude des personnes, il y a un moment, ça dépasse, ça sort du cadre quelque part de ce qu'on peut faire en tant qu'accompagnant, que personne qui soutient la relation, la dynamique de groupe. Et là, les attitudes individuelles font une très 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 grosse différence. Donc moi, c'est un chapitre aussi que je mets pas mal en perspective sur le côté des attitudes de chacun. Donc dans l'état d'esprit, il y a les attitudes un petit peu sur les manières de penser. Et là, c'est vraiment comment on peut avoir des réflexes plutôt que de débattre et d'être en train de s'exprimer avant d'avoir écouté, d'avoir ces réflexes, de questionner, d'essayer de comprendre, ce qui ne veut pas dire être d'accord, mais vraiment rejoindre les perceptions de l'autre, après exprimer les siennes, parce que juste entendre les perceptions de l'autre, ça peut être intéressant et ça peut amener de l'apaisement pour l'autre, mais quelque part dans la relation, en fait, c'est une espèce de danse, qu'un mélange de j'écoute, j'exprime, on s'ajuste. Voilà. Puis j'ai été pas mal étonné sur ces notions d'écoute et d'expression. Il y a pas mal de personnes qui vont explorer des approches, communication non violente, et visiblement il y a des endroits c'est mal compris. C'est pas forcément super facile. Je dis pas que c'est difficile, mais c'est pas forcément super facile pour pas mal de personnes de distinguer une observation objective, des choses qui sont mesurables et sur lesquelles normalement on devrait se retrouver, on arriverait à se mettre d'accord, et puis de conscientiser qu'en fait on a un rapport subjectif aux choses objectives. S'il y a quelque chose qui traîne quelque part, et peut-être que moi en fait je trouve que c'est cool et que c'est détendu, et puis une autre personne peut trouver mais c'est de l'horreur, c'est incroyable. À nouveau, ça fait le lien un petit peu avec l'état d'esprit, mais quelque part d'amener de la conscience là-dessus et de pouvoir non seulement le conscientiser, c'est un pas important, comment je perçois les choses, comment je ressens les choses, quels sont mes besoins, et du coup de pouvoir l'exprimer d'une manière habile, sans dire il faut faire ça et tout ça, c'est ok, je perçois ça, comment on pourrait, est-ce que tu l'entends, est-ce qu'il y a moyen de s'ajuster, voilà, donc pas mal d'éléments, et dont tu l'as cité tout à l'heure, l'affirmation de soi. C'est quelque chose qui est vraiment un chemin, en tout cas moi je vois personnellement, j'avais déjà des notions de communication non violente, et à un moment j'ai rencontré l'affirmation de soi et je me suis rendu compte que waouh, mais il y a des moments, Thomas d'Ansembourg il appelle ça acheter la paix, il y a des moments je me sacrifie à la relation, sauf que plus tard en fait ça me rattrape et puis je le paye. Voilà. Chapitre fondamental. Chapitre fondamental.
Chemin personnel, c'est quoi ce chapitre? Pourquoi c'est intéressant, c'est important de se questionner sur le chemin personnel? Quel conseil tu pourrais donner? Pourquoi s'intéresser au chemin personnel dans des projets collectifs? Alors moi, ce que je peux vous partager, c'est que au moment où j'ai démarré des projets collectifs, c'était un peu malgré moi, parce que j'habitais à l'époque dans un collectif où on avait décidé de mettre en place la gouvernance partagée. Et en fait, j'ai constaté que ça a exigé en fait que je fasse ce chemin personnel de connaissance de moi, de maîtrise de mes interactions, de cultiver mon attitude en tant que membre de ce collectif, de favoriser en fait des relations qui vont bien. Et je vous le cache pas, la première expérience, du coup, c'est finalement bien terminé pour moi dans le sens où j'ai énormément appris, mais ça s'est soldé par un départ en fait de ce collectif et j'ai pris conscience en fait du chemin que ça allait me demander. Du coup, pourquoi c'est un levier? C'est que je pense que c'est très important quand on démarre un projet collectif, c'est finalement d'avoir conscience que ça va inviter en fait à du changement personnel, ça va inviter à aller justement se regarder un petit peu dans la glace. Des fois c'est confortable, je suis trop belle. Des fois c'est pas confortable, non là j'ai été vraiment trop moche. Et que voilà, que ça n'est pas du tout à sous-estimer. Et je pense qu'une équipe avertie en vaut deux. Et finalement, c'est aussi un levier. Si l'équipe si les membres de l'équipe sont conscients de ça et s'engagent en fait à ça, et quelque part, ça met des billes en plus pour vous, pour votre projet, pour votre équipe, parce qu'il y a cette conscience que, ok, on va apprendre à fonctionner différemment, et ça, potentiellement, ça va venir transformer à l'intérieur de moi des schémas, des comportements, des croyances. Potentiellement, ça peut venir toucher de la loyauté que j'ai à des systèmes de fonctionnement qui sont issus d'avant. Bref, on vient tous avec notre histoire personnelle. Et finalement, je pense que la conscience de ça, qu'en fait, ça va m'inviter à faire un chemin personnel de conscience, ça rajoute des leviers positifs en fait par rapport à l'ensemble de l'équipe. Et puis finalement, l'un dans l'autre, conscientiser ses filtres mentaux et ses émotions, c'est aussi pouvoir s'en affranchir. Et puis finalement, ça boucle sur le chapitre de l'état d'esprit, où en fait, je reprends la maîtrise de ce qui se passe. Ou alors, en tous les cas, j'arrête de lui donner les rênes de ma vie. Et je peux conscientiser, capter ce qui se passe à l'intérieur de moi, que ce soit des croyances, des émotions, des sensations. Et puis en même temps, je peux les observer en disant, ok, c'est ce qui est en ce moment, mais j'en suis pas... Tu n'es pas ça. Je ne suis pas ça. L'émotion, elle me traverse. Et puis en même temps, je ne suis pas cette émotion. Je peux me désengager, en fait. Je peux me décoller de cette perception. Et puis tout d'un coup, j'ai un ensemble de potentiels d'actions ou de réactions qui s'ouvrent devant moi parce que je suis pas dans des schémas réflexes. Et voilà, du coup, c'est un chemin de conscience, puis de libération aussi de tous ces schémas qui finalement sont là, la plupart parce qu'ils nous ont forcément aidés, soutenus à plein d'endroits dans notre vie, et merci pour ça. Et puis il y a peut-être à un moment donné, je peux m'en affranchir, j'en ai plus besoin. Et puis on le dit en tout cas quand on passe de systèmes de gouvernance plutôt anciens avec des systèmes pyramidaux à des systèmes où on se partage l'autorité et ce genre de choses, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais attends, ça va revenir. Voilà, on va passer du contrôle à la confiance. Et ça, en fait, ça a l'air vite dit, mais en fait, en vrai, la confiance... Alors, je connais deux écoles. J'avais un voisin qui me disait « Non, moi, la confiance, je la donne jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire. » Non, ça, c'était le mien de chemin. Et lui me disait « moi, je donne la confiance une fois que j'estime, en fait, que je peux la donner. » Mais en tous les cas, on s'est rendu compte que dans un cas comme dans l'autre, c'est quelque chose qui prend du temps à mettre en place. Et puis, de passer du contrôle à la confiance, c'est pas forcément facile. Et là, c'est le point de vue, entre guillemets, de l'ancien chef d'équipe. Mais on passe aussi on me dit ce que je dois faire, à je suis autonome dans ce que je décide que j'ai à faire. Et ça aussi, c'est un chemin personnel qui invite à la responsabilisation. Et du coup, il y a une espèce de double
double effet de je lâche prise et puis je fais confiance et puis en même temps je prends mes responsabilités. Et ça c'est aussi un chemin. Parce que moi personnellement je l'avais pas appris au départ dans ma vie. Les premières choses que j'ai appris c'était pas ça. Donc là ça invite à une transformation en fait personnelle. Et je pense que c'est un levier majeur. On le voit aussi dans l'intelligence collective. Il n'y a pas d'intelligence collective tant qu'il n'y a pas une intelligence personnelle, émotionnelle, individuelle. Donc là aussi, en fait, c'est finalement ce chemin de conscience personnelle, ça permet finalement de générer à l'intérieur d'un groupe cette fameuse intelligence collective qui nous emmène beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer faire seul. Voilà, donc finalement, le chemin que je fais de moi à moi, de moi pour moi, non seulement il est bénéfique pour moi, il est bénéfique dans les relations, et puis potentiellement il est bénéfique pour tout le collectif, pour le projet dans lequel on est, et pour peu que le projet soit ouvert à justement prendre soin de plus grands, finalement voilà, c'est une espèce de cercle ou de chemin vertueux. Après je reste convaincue que ça commence par soi-même. Et c'est pour ça que quelque part c'est un des leviers qu'on a identifié. Voilà. Merci. Moi, le chemin personnel, il y a un côté que j'aimais bien. C'est une illustration que j'avais vue en lien avec des approches de Robert Dills, pour ceux qui connaissent. Peu importe, mais il y avait un côté en fait où à un moment, quand on rejoint dans un projet, c'est des individus et que quelque part, une équipe de projet, c'est un chemin collectif. Et que ce chemin collectif, c'est un mélange de nos chemins individuels et que potentiellement des personnes vont venir trouver dans un projet certains aspects qu'ils recherchent, qu'ils ont envie de développer quelque part. Et c'est pas forcément tous les mêmes. Et idéalement, ça serait des personnes qui sont un petit peu au clair sur qui j'ai envie d'être, comment j'ai envie d'interagir avec le monde, qui se regroupent et qui trouvent que leurs différents élans, leurs différentes stratégies, valeurs et tout ça est compatible, ça serait quelque part quelque chose d'idéal. Et du coup, ce que je trouvais intéressant aussi sur la dimension vraiment chemin personnel, c'est qu'à un moment, si on prétend faire des projets ensemble, en fait, comment déjà tout seul, comment moi je gère mes propres projets, comment je me crée la vie, est-ce que je suis au clair sur qui je voudrais être et comment. Donc il y a une approche qui est assez connue, Ikigai par exemple, on peut clarifier différents éléments et trouver sa raison d'être, vraiment trouver un sens profond à sa vie. Et je trouve intéressant d'aller explorer ça, de le définir. Et c'est un peu comme les valeurs et principes, on est vraiment sur des choses qui sont dans les niveaux logiques les plus élevés, ça fait une espèce d'attracteur, une super intention sur laquelle après on peut tenter des choses, ça marche pas toujours comme on veut. Mais quelque part, quelque chose qui ramène, qui sert de guide. Et en ayant ce guide en tête, on peut avoir des méthodologies personnelles. Ça, c'est des choses que j'ai eu la chance, moi, d'apprendre sur des formations de coaching PNL. On utilisait un outil qui s'appelle le GROW, G-R-O-W. C'est assez proche des 4 étapes du Dragon Dreaming. Comme ça, on clarifiait quelle est l'intention, le goal, l'objectif. Après, on mesurait la réalité. J'en suis où par rapport à cet objectif? C'est quoi l'écart? Du coup, comment je peux m'y prendre? Est-ce qu'il y a des étapes clés? Est-ce que j'ai des étapes, différentes stratégies possibles? Donc de clarifier quelque part la stratégie. Et puis à identifier sur ce projet et ce chemin pour le réaliser, ça serait quoi les prochains petits pas? Et j'aimais bien ce côté en fait d'avoir des grandes valeurs, des grandes intentions qui sont des fois inaccessibles, d'avoir des projets qui sont accessibles mais qui des fois ont besoin d'avoir des étapes de sous-projets, et à chacune de ces étapes, c'est quoi le prochain plus petit premier pas, et puis le deuxième prochain pas, et ainsi de suite. Donc il y a pas mal de jeux qu'on peut avoir de soi à soi pour structurer ces projets et les déployer. Et souvent, c'est quelque chose qui est assez négligé, je trouve, où j'ai envie de faire ça, j'y vais, est-ce que c'est possible de prendre quelques minutes? Et c'est vraiment quelque chose qui peut faire une grosse différence, à la fois pour que ça réussisse, et puis pour que ça réussisse peut-être en beaucoup moins de temps. Ouais. Et puis l'autre aspect que je trouvais intéressant parce que là le GROW par exemple, cet outil que je viens de citer, il y a un côté un peu piloter sa vie, j'ai envie de faire des choses et j'y vais. Et des fois en fait, il y a des obstacles qui apparaissent.
Et quand il y a des obstacles qui apparaissent, de commencer à comprendre un petit peu quels sont mes mécanismes internes. On en a un peu parlé tout à l'heure. Et là, il y a un outil que moi je trouve que j'ai adoré. En tout cas, moi, il m'a vraiment changé la vie et ça a même été vraiment un levier majeur à un moment où c'était difficile pour moi. Ça me permettait de regarder une situation qui est difficile. Je pouvais observer un petit peu 4 dimensions. Qu'est-ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de moi qui est super désagréable? Parce qu'en fait, souvent, les obstacles, il y a des obstacles qui peuvent apparaître et qui sont vraiment physiques, mais la plupart du temps, ça c'était une grosse prise de conscience, c'est que les obstacles, c'est dedans, c'est ma manière de percevoir cet obstacle, parce qu'en fait, même une barrière, c'est pas grave, je peux escalader par-dessus, je peux la contourner, je peux peut-être aller chercher ce que je veux autrement, mais souvent, c'est d'abord à l'intérieur, c'est mes sensations, mes émotions, mes pensées limitantes. Il y a tout un tas de choses qui apparaissent qui sont souvent perçus comme désagréables. Et puis quand il y a ça qui apparaît, souvent en fait c'est des comportements de réaction, de lutte, de fuite, d'immobilisme, donc des comportements un petit peu classiques qu'on trouve dans le monde du vivant. Et en fait ça va tellement vite des fois que quand il y a une situation qui s'active, je peux avoir des comportements qui font que ça amplifie, ça renforce encore le truc que j'aimais pas. Donc déjà de pouvoir prendre un temps pour observer ce truc qui est à l'intérieur et que j'aime pas. Et puis il y a un espèce de switch que propose cette approche, c'est de faire ok, quand il y a des choses que j'aime pas, c'est quoi quelque part l'inverse? C'est quoi les valeurs ou les choses importantes qui sont mises en péril dans cette situation? Et en fait ça illustre que à chaque fois qu'il y a des situations qui sont difficiles, il y a quelque chose qui est très important pour moi, qui est mis à l'épreuve. Et que suivant quoi, non seulement je vais mal le vivre, et en plus je vais me comporter d'une manière qui va encore amplifier ça et mettre encore plus à défaut ce qui est important. Alors que si je me reconnecte à ce qui est important, ça veut pas dire que je sens plus le truc désagréable, mais je me reconnecte à ce qui est important. Ok, qu'est-ce que ferait l'idéal de moi là-dedans? Ce qui peut rejoindre tout à l'heure le soit désiré, soit actuel. Ok, là en ce moment j'en bave, c'est difficile. Ok, le moi idéal, il ferait quoi? Même si c'était une plus petite première action. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut faire une différence quand on mène des projets. Il y a les moments où on gère ses projets et tout va bien, puis il y a les moments où vraiment c'est dur. Comment j'arrive à dépasser ça et à y aller? Comment je fais face aux difficultés, aux échecs et tout ça? Oui. Alors pour ceux qui seraient curieux de ce fameux processus, c'est donc la matrice ACT. Et en fait, vous pouvez l'utiliser individuellement. Et nous, on en a même fait une petite variante qu'on peut utiliser à deux. Quand on rencontre un obstacle, soit le même qui nous dérange les deux, ou alors le fait que l'un d'entre nous confronte un obstacle et que moi ça vient aussi, quelque part le fait que toi tu sois dans une situation difficile me met en situation délicate. Et du coup on peut partager, c'est un outil aussi de communication et puis de déblocage, de décristallisation au fait de cette mécanique. Sachant que vous le savez peut-être, mais la vie est terriblement bien faite et on se retrouve toujours en face des miroirs dont on a besoin, même si des fois c'est pas exactement ce qu'on souhaiterait, et que finalement ça vient mettre en lumière ces zones en fait qui ont besoin d'être transcendées, guéries, nettoyées pour se sortir en fait de ces schémas automatiques. Et puis du coup, nous on a pu l'expérimenter et cet outil nous a bien aidé. C'est en fait mes mécanismes de lutte, de fuite, d'obstacles, etc. peuvent venir faire miroir avec ceux de l'autre en face. Et puis du coup, ça c'est un outil très concret qu'on peut utiliser quand on en est dans un endroit où en fait ça devient compliqué. Et ça permet, alors pas forcément de résoudre toutes les problématiques, mais en tous les cas, de prendre de la distance par rapport à ça et puis de remettre la discussion possible en fait entre les parties prenantes. Voilà. Ouais. Je crois que là, par rapport à ce que tu partages, moi ça m'a rappelé un petit peu le fait qu'aussi certains des outils qu'on peut utiliser au niveau du chemin personnel, c'est intéressant de les apprendre pour soi. Mais c'est vraiment intéressant aussi de pouvoir soutenir quelqu'un avec des approches qui sont assez simples. Ça peut faire une grosse différence. Parce que même si on a des méthodologies de gestion de projet qui des fois réduisent le risque d'obstacles, des obstacles, il en apparaîtra alors externes dans l'environnement, mais il y a vraiment des obstacles qui apparaissent en nous, dans les relations, les conflits. Et quelque part, comment traiter ça? Comment aborder les conflits? Faire une matrice tout seul, faire une matrice à deux, c'est quelque chose qui peut vraiment faire une différence.
se reconnecter aux valeurs, faire est-ce qu'on partage toujours ça? Ouais, ok. Donc en fait, est-ce que ça s'est joué? En fait, c'est ce comportement-là qui a déclenché. Oui, ok. Ce comportement, il découlait d'une stratégie. Ok, elle était peut-être adaptée ou peut-être pas, mal interprétée, et ainsi de suite. Mais au moins, pouf, on retrouve un endroit où on est d'accord. Et ça, dans les conflits, des fois, ça fait du bien. Tu pouf. Voilà. D'où l'importance pour des équipes, pour chaque personne et pour les équipes, un petit peu de clarifier ces éléments-là. Good. Ça va, vous tenez le coup? Ok, il nous reste 3 grands aspects. Voilà, donc chapitre suivant, équipe et dynamique participative. Pour toi, en fait, c'est quoi les leviers principaux sur cette thématique de l'équipe? Alors, on en a déjà parlé, il y a la notion de cadre de confiance. Il y a un moment, c'est vraiment super important de poser quelque chose qui permette qui balise quelque part ce qui va permettre aux personnes de se sentir suffisamment en confiance. Et ça, c'est quelque chose qui... alors, il y a de nombreux formateurs, par exemple, quand ils interviennent, ou des thérapeutes, il y a plein de personnes où quand on vient, on rentre dans un groupe, en fait, pouf, ils mettent un certain nombre de points de repère qui créent un petit peu ce cadre de confiance. Et en fait, c'est quelque chose sur lesquels, après, on peut s'appuyer. Et ça peut être défini ensemble, ou alors ça peut être d'utiliser des formules un petit peu basiques qui ont des chances de créer des interactions qui fonctionnent bien. Après, ce qui était intéressant sur les dynamiques participatives, c'est de conscientiser un petit peu tout ce qui est dynamique de groupe. Alors par exemple, qu'est-ce qui fait un groupe? Un groupe, c'est des personnes qui se réunissent autour d'un objectif commun. Comment ça se passe en fait quand il y a un groupe qui se crée avec des étapes de vie du groupe? Il y a des phénomènes sociaux qui sont un petit peu qui sont naturels, où au tout début en fait les gens se connaissent pas, et puis après on arrive à se connaître, pour peu qu'on ait des valeurs et des intentions communes. Ouais, pouf, on est à fond, c'est génial. Vu qu'on connaît pas trop les personnes, souvent on fait un espèce, moi j'appelle ça le lissage social, c'est on achète la paix. Du coup, chacun prend sur soi, et puis ça avance, et puis au bout d'un moment, c'est chacun qui prend sur soi. En fait, c'est dysfonctionnel. Ça crée. Il y a des choses qui tirent des tensions, et à un moment, ces tensions, il y a moyen qu'elles éclatent sous forme de conflit. Donc, a priori, quasiment toutes les relations, tous les groupes traversent des conflits. C'est quelque chose qui est absolument naturel. Donc déjà, d'en prendre conscience, de se dire, ok. À un moment ou un autre, a priori, on passera par cette étape-là. Et en plus, c'est une étape qui est vraiment une étape aussi de maturité dans la vie d'une relation ou d'un groupe. Je vois que ça soit entre nous ou avec plein d'autres personnes, en fait, alors les premiers conflits, c'est pas super facile, mais à force de traverser un conflit et de voir qu'en fait on arrive à le résoudre, quelque part, ça renforce la confiance. On est capable, ensemble, de traverser ces difficultés et de rétablir, de retrouver un nouvel équilibre. Des équilibres qui ne sont pas des équilibres fixes, c'est vraiment des équilibres dynamiques, c'est-à-dire qu'il y a un point d'équilibre qui se tient, et puis il y a des nouvelles choses qui viennent chercher, qui peuvent tendre, et hop, on règle ça, et ainsi de suite. Donc souvent les groupes, quand ils ont traversé les conflits, ils arrivent sur des moments où ils savent gérer justement les différentes tensions qui peuvent apparaître, les différents besoins qui peuvent apparaître. Ils les traitent de manière courante. Une fois qu'ils ont l'habitude de faire ça et qu'ils savent le faire avec facilité, quelque part, ils atteignent... alors non seulement ils sont efficaces, ils atteignent leurs objectifs, mais souvent ils sont efficients, c'est-à-dire qu'ils atteignent leurs objectifs plus facilement, donc il y a des notions de performance qui peuvent venir là-dedans. Et ça, c'est pour des groupes qui vivent ensemble, donc qui peuvent être amenés à des fois revisiter les différentes étapes. Quand il y a des nouvelles personnes qui rentrent, des fois on revient, tout le groupe repasse par les premières cases. Ce qui peut faire assez bizarre. Donc si on le sait, ok, ça vient tirer un petit peu, bon c'est normal, c'est le temps que chacun retrouve ses marques. Et il peut y avoir aussi des phénomènes quand c'est des groupes qui sont, c'est des projets ponctuels et que les personnes se séparent. Il y a des effets de deuil.
On va se séparer alors qu'on s'aime trop et tout ça. Et c'est des choses bien naturelles que chacun peut observer. Moi, je sais que je peux le voir dans des dynamiques de groupe où personnellement, je vais quitter des personnes et je sais pas si je les reverrai. Et il y a eu de l'intensité. Voilà. Après, il y avait tout ce qui est fonctionnement en équipe. Il y a toute la notion des prises de parole. Et ça, moi, j'ai été bluffé de voir comment, des fois pour des groupes, simplement un changement sur les prises de parole, des fois c'est génial, ça y est, on fait des tours de parole, super, c'est cool. Et pour certaines équipes, c'est vraiment c'est un changement déjà majeur, parce que souvent dans d'autres cultures de prise de parole, y a moyen de se couper la parole, il n'y a pas d'écoute pour bien comprendre les points de vue, c'est tout le temps les mêmes. Donc là, je trouvais vraiment intéressant de voir qu'il y a plein de manières de structurer les prises de parole par des cercles, de laisser de temps en temps émerger ou en mettant la parole disponible et chacun la prend. Donc il y a plusieurs manières de faire et c'est intéressant de venir piocher en fait dans ces manières de faire en fonction de là où on est. Parce que, en tout cas, personnellement, tout le temps la même, ça m'énerve. Donc j'aime bien voir un petit peu il y a plein d'outils à ce sujet-là. Il y a tout ce qui est communication gestuelle et d'autres choses. Et puis après, je vais pas rentrer dans les détails. Je te laisserai peut-être un petit peu présenter aussi tout ça. Mais tout ce qui est consultation et décision et quelque part gestion de projet qu'on abordera sûrement après. Mais ne serait-ce déjà comment ensemble on prend les décisions, parce que des fois l'enjeu n'est pas tout le temps de prendre des décisions, des fois c'est d'avoir des informations pertinentes pour que quelqu'un d'autre prenne une décision. Donc comment en groupe on peut échanger soit pour décider, soit pour générer les informations stratégiques. Voilà. Donc oui, pour rajouter un tout petit peu là-dessus, je trouve que c'est intéressant déjà simplement que le groupe en tant que tel se positionne sur comment on prend les décisions, et c'est déjà une grande nouveauté en tant que tel. Et ça participe, pour moi c'est un levier important, parce que ça participe à toute la culture justement de la délégation de l'autorité, de la répartition du pouvoir, du partage de la responsabilité. Et le fait de prendre des décisions ensemble, de manière avisée, c'est un vrai levier. Et on se rend compte qu'il y a plusieurs méthodes de prise de décision qui existent aujourd'hui, qui sont très originales, ou en tout cas qui font la part belle à l'ensemble des membres du collectif ou à un sous-groupe des membres du collectif. Et puis qu'en même temps, et ça pour moi c'est aussi une clé, c'est que finalement, les processus de décision, il y en a plein. Et en fait, il n'y a pas que c'est moi qui décide, il n'y a pas que c'est l'autre qui décide, il n'y a pas que on décide ensemble, il n'y a pas que je dois consulter. Et en fait, il y a toute une granularité, une variété en fait de prises de décision qui sont possibles. Et pour moi, le levier, c'est de la clarté sur qui décide et comment et à quel endroit. Et voilà, pour le citer, le curseur managérial de la gouvernance cellulaire permet de mettre de la clarté, en tout cas le processus de se poser cette question met de la clarté justement sur les responsabilités et les prises de décision. Et en tout cas, moi j'ai pu l'observer dans des formes des entreprises plus pyramidales comme on avait, dans lesquelles j'ai pu travailler avant. Il y a un endroit où j'avais même pas idée de comment les décisions elles se prenaient, où je le découvrais a posteriori, où je m'en doutais, mais à aucun endroit en fait il y avait de la clarté sur qui détenait finalement le pouvoir et à quels endroits. Et ça, je pense que c'est aussi un levier d'avoir de la clarté sur ces processus de décision, et non seulement sur les décisions et l'autorité, mais sur le processus de décision aussi. Il y a ces processus. Et si tout ça vous intéresse, vous pouvez aller vous le regarder, mais la décision par consentement, c'est un must-have de la gouvernance participative. Ça permet de mettre tout le monde, non pas d'accord, mais pas contre. Et en fait, ça change tout, de pouvoir prendre des décisions où il n'y a pas d'opposition à la prise de décision. Et c'est la première fois qu'on fait une prise de décision par consentement dans un groupe. C'est assez rigolo d'observer que voilà, il y a cette espèce d'étonnement, c'est facile.
Ah ouais, alors en fait finalement c'était que ça, on se faisait une montagne de prendre une décision et puis finalement c'est des processus qui fluidifient complètement les mécanismes et puis qui rendent ça même assez ludique finalement. Voilà, donc ça pour moi c'est un des grands leviers au niveau de l'équipe et ça permet aussi de nouveau En fait on se rend compte que tout ça c'est très systémique, c'est un petit peu comme un de ces mobiles où au moment où on touche un élément, ça vient toucher tous les autres. Finalement, de mettre de la clarté sur les processus de décision, ça renforce l'état d'esprit personnel, le chemin individuel, parce que je vais prendre plus de responsabilités, je vais apprendre à m'affirmer, parce que ça demande de s'affirmer. Il y a un moment donné, si je suis pas d'accord avec la décision qui va être prise, je suis invitée à le dire et puis à l'argumenter en plus. Donc voilà, c'est aussi tous des processus qui non seulement sont pour moi des leviers au niveau de l'équipe, mais du coup c'est aussi des leviers au niveau de l'attitude et de la posture individuelle. Voilà. Ce que j'aurais aussi envie de dire par rapport à un point clé par rapport à une équipe c'est unique. Et quelque part, oui, ça c'est des grands aspects génériques par rapport à l'équipe, mais que finalement votre équipe va nécessiter ou va peut-être utiliser des leviers très spécifiques qui sont en lien vraiment intrinsèque avec l'équipe. Et je me rends compte que le degré de maturité, tu l'as dit un petit peu aussi tout à l'heure, que ça faisait maturer en fait, ça faisait prendre de la maturité, d'arriver sur les conflits et d'arriver à les résoudre. Il y a un moment donné, plus votre équipe elle est mature, plus en fait finalement cette organisation et cette structuration participative, ça va juste être facile. Et moi je l'ai vu dans mon expérience, les équipes qui n'étaient pas mûres, qui n'étaient pas matures, en fait les outils ont montré ça, parce que finalement ça a fait soit avorter les projets, soit revenir en arrière sur une gouvernance plus traditionnelle. Et ça montre aussi le degré de maturité de l'équipe. Et pour moi, c'est un levier fondamental de s'assurer que l'équipe, alors pas forcément qu'elle soit prête, mais qu'elle ait envie. Que les gens ils aient envie d'y aller, qu'ils aient envie d'aller se changer leurs habitudes, qu'ils aient envie de tester des nouvelles choses. Et je pense que c'est un petit peu un prérequis de base pour finalement emmener l'équipe à fonctionner de façon différente et puis à faire un projet avec ces nouvelles formes d'organisation. Parce que finalement, il y a aussi des équipes qui fonctionnent sur des anciennes structures et qui fonctionnent et que ça leur convient et c'est très bien. Et à ce moment-là, j'inviterai pas à changer de modèle d'organisation si ça vient pas de l'intérieur de l'équipe. C'est état d'esprit. Si les personnes ont un état d'esprit qui veulent pas ou que quelque chose correspond, c'est approprié, tout va bien, ne pas changer. C'est ça. Voilà. Et votre équipe, c'est le levier principal de votre projet. Après, il y a au niveau de l'équipe, c'est un ensemble d'individus. Et il y a aussi, à l'intérieur de l'équipe, des personnes ou des personnalités qui eux-mêmes seront des leviers. Soit parce qu'ils portent le projet, soit parce qu'ils ont eu l'idée, ou alors parce qu'ils ont ils ont le truc, quoi, de driver les autres, de les motiver, soit parce qu'ils ont une vue d'ensemble, et puis ou ils ont simplement du leadership. Et voilà. Donc l'équipe, et aussi à l'intérieur des membres de l'équipe qui peuvent être eux-mêmes en tant que tels des leviers. Ouais, ça peut faire partie de l'équation dans une dynamique de groupe, le leadership des personnes. Ouais. Comment il y a des personnes qui sont proactives, soit pour distribuer la parole, soit pour faire des choses. Et voilà, ça fait partie un petit peu de tout ce qu'on peut trouver s'intéresser à comment ça fonctionne une équipe, au-delà du côté méthodologie plus précise. Après, sur les méthodos, tu citais tout à l'heure la décision par consentement. Moi, j'avais trouvé intéressant de me rendre compte que les processus de décision collective, par exemple, parce qu'il y en a qui sont plutôt collectifs, d'autres plutôt individuels, il y en a qui sont adaptés à certains contextes. La décision par consentement, ça fonctionne plutôt en petits groupes. Et du coup, si on fait le pont avec la démocratie participative, si on n'est plus une dizaine, une vingtaine, une trentaine, où la décision par consentement peut encore bien fonctionner,
Au-delà de ça, centaines, milliers, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et en fait, il y a d'autres modèles qui sont intéressants et qui se rapprochent de la logique de la décision par consentement et qui permettent en même temps d'intégrer des personnes qui sont, qui sont d'horizons plus différents. Souvent, la décision par consentement, elle fonctionne bien dans des personnes qui sont prêtes à s'écouter les unes les autres, à chercher des solutions gagnant-gagnant. Donc, à nouveau, ça fait le lien avec le mindset. Il y a une manière de penser, il y a des intentions qui sont derrière qui font que ce type de processus est intéressant. Voilà. Chapitre suivant, alors là, quelque part, c'est un peu le cœur, parce que jusque-là, en fait, c'est vrai qu'on a eu des éléments sur l'état d'esprit, sur des grands principes un petit peu qui sont soit individuels, soit de collectifs, sur la communication, facilitation et communication, sur le chemin personnel, sur les dynamiques de groupe d'une manière générale. Et quelque part, il y a des clés qui sont du coup presque plus dans la technicité. C'est ça. De choses qui nous semblent intéressantes à faire ensemble pour que ça fonctionne bien. C'est ça. Du coup, c'est quoi ces éléments? Qu'est-ce que tu nous dirais sur qu'est-ce qu'il faudrait à une organisation participative? C'est quoi tes points clés, tes conseils par rapport à ça? On en a parlé dans le chapitre des grands principes, c'est les valeurs. Quelque part, se mettre d'accord et s'aligner en fait sur notre vision, la mission qu'on a envie de remplir dans ce monde, qu'est-ce qui vient nous toucher aux tripes finalement, qu'est-ce qui vient nous toucher au cœur, et finalement d'avoir une thématique, un projet et des gens qui sont alignés sur justement ces valeurs très hautes qui nous dépassent, ça en fait pour moi c'est un vrai levier. Ça va nous aider à plusieurs endroits et on en parle plus tard même dans l'organisation, c'est les organisations qui sont pilotées par les valeurs. Il y a un moment donné, je vais faire des propositions et c'est pas un tel, une telle ou un groupe qui va venir me dire oui ou non. C'est les valeurs qui vont répondre en fait par oui ou par non. Est-ce que ce que je propose, c'est en phase en fait avec nos idéaux les plus élevés. Donc là, quelque part, d'avoir cet alignement sur les niveaux les plus élevés des niveaux logiques, pour moi, c'est un vrai levier. Il est aidant pour garder le cap, il est aidant pour se recentrer quand on est dans des conflits, il est aidant pour prioriser, il peut aider pour prioriser. Voilà, et je pense que ça, c'est un des leviers super importants. Puis après, un autre levier qui en découle, c'est de la structure, c'est mettre de la structure. Moi, je me rends compte, les personnes que je croise et qui sont dans des projets collectifs, et souvent c'est quelque chose dont ils ont besoin, de savoir quoi faire, à quel moment, selon quel processus, pendant combien de temps, voilà, qui va faire quoi, mettre de la clarté sur justement la mise en concret de ces valeurs. Et ça passe par on établit les objectifs généraux, on les structure en sous-tâches, on détermine qui fait quoi, puis on détermine ses prochains petits pas. Et en fait, le fait d'aller dans ce détail de clarification des prochains petits pas, c'est très aidant, non seulement parce que du coup, on les fait, il y a de l'avancement dans le projet, il y a de la satisfaction, et puis on est sûr que si on a pris le temps de décomposer nos actions jusqu'à leur plus petite réalisation, ça concourt à faire ce qu'on a décidé. Et au moment où on structure notre projet de cette façon, au moment où je détermine mes petites actions, je suis très connectée avec ce que je dois faire. Et moi, j'avais appris très tôt dans ma vie qu'une des façons d'être efficace, c'était de dissocier l'organisation et l'action. Que, en fait, c'est pas quand je suis en train de faire quelque chose que je me demande si c'est une bonne idée de le faire. C'est qu'en amont, je prends le temps de m'asseoir et puis de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire. Et une fois que c'est validé, j'ai plus qu'à... limite, je pose mon cerveau d'un côté et puis j'ai plus qu'à me mettre dans l'action pour la réalisation de la tâche. Et de séparer ces deux notions entre la planification et l'action. Et là, finalement, pour moi, le levier, c'est suivre les étapes, les 4 étapes du Dragon Dreaming. Et en fait, quelque part, c'est la voie royale pour la réalisation optimale du projet. Donc en fait, c'est un petit peu... on les retrouve un petit peu par là... ces différentes étapes et puis
qu'est-ce qu'il y a à clarifier en fait dans ces différentes étapes. On peut rentrer un petit peu dans le détail. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais. Bah, je rejoins ce que tu as partagé là sur de clarifier ensemble ces valeurs. Donc, ce qu'on avait noté ici un petit peu sur l'intention, ça donne un cadre. Des fois, on est dedans, on n'est pas dedans. J'aimais beaucoup dans le Dragon Dreaming, il y avait ce côté il y a une pratique qui s'appelle le cercle de rêve, à l'étape du rêve, et où on partage nos aspirations. Et du coup, je fais le lien avec ce que je partageais tout à l'heure sur le soi actuel, soi désiré. Il y a un côté, on se connecte en fait, mais qu'est-ce que je voudrais à l'idéal? Se reconnecter au rêve, c'est un élément qui est tellement important. Et ça, de le partager ensemble, c'est un effet vraiment quelque part génératif. Ça crée quelque chose. Il y a quand ça marche bien, il y a une sauce qui prend, ça relie le groupe et tout ça. Ça fait monter le niveau d'énergie. C'est quelque chose qui peut être vraiment, vraiment, vraiment chouette. Après, tu l'as dit, ce côté un petit peu de la planification, et ça, il y a plein d'équipes quand même qui ont du mal à passer dans cet endroit-là. Souvent parce que l'équipe est composée de personnes qui ont du mal à aller dans cet endroit-là, donc c'est ce qui n'est pas le cas tout le temps du tout. Il y en a qui sont vraiment très 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 fortes là-dedans, peut-être moins pour rêver ou pour d'autres aspects. Mais j'aime bien effectivement cette granularité entre, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a des méta-intentions qui des fois sont inatteignables. Ok, on se donne des objectifs à 3 mois, à 6 mois, pour atteindre ces objectifs à 3-6 mois, ok, c'est quoi des sous-objectifs, c'est quoi les plus petites premières actions. Puis tout à l'heure, quand tu partageais ça, il y a une citation que j'aime bien qui disait « Un chemin de 1000 km commence par un premier pas ». Et en fait, c'est un espèce de mélange vraiment entre ces différents niveaux d'intention. Et il peut y avoir plusieurs stratégies de décomposer jusqu'à « Ok, je fais un pas. Ok, est-ce que c'est toujours aligné? Je refais un pas. » Et du coup là, quelque part, comment l'équipe fait ça ensemble? Donc deux angles, le côté des priorités. Comment on définit ce qui serait les prochains petits pas, ou en tout cas les prochains pas significatifs. Est-ce que certaines personnes ont besoin d'être impliquées là et pas forcément après? Est-ce qu'il y a besoin de faire celui-ci avant celui-ci? Donc il y a quelque part une tentative de structuration logique. Après, je pourrais prendre ces approches d'essayer de planifier et de structurer. Quand c'est mal compris, en fait, des fois on fait un plan qui est rigide. Et en fait, il se passe des choses qui rendent le plan inintéressant. Donc c'est aussi super intéressant d'être dans une logique d'ajustement. Souvent, justement, on parle d'agilité. Et de pouvoir réinterroger. Il y a un plan, ok, mais c'est pas un plan rigide, c'est un plan qui sert de trame et qui peut être utilisé tant qu'il a du sens. Et du coup, on peut revenir le questionner. Alors tu l'as cité tout à l'heure sur les décisions, tu as parlé du curseur managérial. En fait, c'est vrai que les organisations, il y a plein de décisions à prendre. Qui prend les décisions, comment? Donc il y a un moment, structurer les étapes, c'est bien, c'est plutôt comment on gère la ligne du temps, quelque part, et à un moment, comment on peut définir, on peut se doter de règles, de processus, de qui fait quoi, quelle décision je prends tout seul, quelle décision tu prends toute seule, quelle décision on a besoin de prendre ensemble, quand c'est qu'il y a des moments où je dois te consulter, puis c'est moi qui décide, et quelque part de clarifier tous ces éléments, à nouveau, quitte à les ajuster. C'est-à-dire rien n'empêche d'essayer. J'aimais bien dans le Dragon Dreaming, il y a une logique de prototypage. Est-ce qu'on peut tenter le truc et puis on regarde si ça fonctionne, et puis s'il y a besoin on ajuste. On retrouve ça aussi des fois, certaines personnes appellent ça le pilotage dynamique. Donc voilà, qui s'occupe de quoi, qui décide de quoi. Il y a le côté délégué, en fait, clairement. Qui est impliqué dans telle partie de projet, sur tel rôle, telle tâche. Voilà. Et tout ça, en fait, toutes les choses qui sont ici, c'est plutôt ces aspects, clarifier les intentions, trouver des stratégies pertinentes pour que tout ça fonctionne. Et à un moment, tant qu'on reste dans le rêve et dans le plan, c'est de la théorie. C'est ça. Faut passer à l'action. Voilà. Qu'est-ce que tu nous dirais là-dessus alors? Et pour passer à l'action, on a quelque part posé toutes les bases qui nous permettent finalement de passer à l'action. Et puis, une des clés pour les équipes, c'est de rester connectés et de rester informés de ce qui se passe. Donc pour moi, c'est important d'avoir un suivi,
Je pense que c'est une clé d'avoir des réunions de suivi opérationnel. Donc elle s'appelle la réunion opérationnelle et c'est une réunion qui est très structurée, qui permet justement d'assurer en fait qu'il y ait un bon niveau d'information qui circule entre les personnes concernées et qui permettent de garder du lien et qui permettent de débloquer des petites situations si on a besoin, par exemple, d'avoir des infos pour pouvoir continuer ce qu'on est en train de faire ou ce genre de choses. Donc pour ça, il y a aussi un des leviers, c'est d'utiliser des outils qui fonctionnent très très bien, des outils même documentaires qui permettent de documenter là où on en est, de faire un suivi des projets, un suivi des indicateurs, etc. Et de le faire relativement régulièrement. Je pense que c'est aussi un des leviers de finalement prendre peu de temps, mais de le faire régulièrement, plutôt que de le faire une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois. Et finalement, ça s'estompe, voilà, de garder un rythme. Je pense que les rythmes et les rituels, on le voit aussi à plein d'endroits, plein d'espaces. Il y a des choses à rediscuter, à observer, à valider, à analyser, etc. Puis à faire. Les rythmes, les rituels, dans un groupe, c'est super important. Ça rythme le groupe, ça participe aussi à la confiance. On sait qu'on a la réunion tous les mardis, tous les jeudis. On sait qu'on va pouvoir poser des questions, qu'on va pouvoir obtenir des informations à cet endroit-là. Et puis, tu l'as dit aussi, c'est finalement, et là pour moi c'est un des leviers, mais c'est quelque chose de très important, c'est que finalement c'est de se souvenir que tous ces outils ne sont qu'au service de la réalisation de vos rêves. Il n'y a rien qui est valable tel quel. Quelque part, les outils sont des outils et ils doivent vous servir. Et s'ils ne vous servent pas, vous les changez, ou vous arrêtez de les utiliser, ou vous en utilisez d'autres. Et ça, je pense que c'est une liberté aussi, c'est très important de se l'octroyer, finalement, de ne pas devenir esclave de l'outil. On ne fait pas des réunions pour faire des réunions. On fait des réunions parce qu'elles servent quelque chose de plus grand qui est connecté avec nos valeurs. Et du coup, ça remet aussi à sa place l'outil. Ça me fait penser tout à l'heure, on citait un petit peu les niveaux logiques avec les valeurs tout en haut, des capacités, des stratégies qui sont un peu intermédiaires, des processus de réunion comme la réunion opérationnelle qu'on trouve en holacratie par exemple, ils appellent ça réunion de triage. C'est un outil qui est intéressant mais qui ne correspondra pas forcément à toutes les équipes dans sa manière de gérer la mise en action. Et c'est intéressant aussi d'autres approches, comme tout à l'heure j'avais cité Scrum. Il y a des manières de gérer autrement avec des... ils gèrent souvent la ligne du temps, soit toutes les semaines, toutes les 2 semaines, les 3 semaines, les 4 semaines. Et régulièrement on refait le point, ok, c'est quoi les trucs qui sont à faire, qui sont vivants là maintenant, peut-être dans quel ordre, et puis avec des points quotidiens, plein de rituels, et tout ça, c'est des manières qui peuvent être très intéressantes, soit en remplacement, comme une autre manière de faire un suivi de la mise en action, ou soit de manière complémentaire, et puis il y a sûrement d'autres approches. À nouveau, il y a vraiment ce côté, ce sont des outils, et de ne pas perdre de vue ce qu'on cherche qui est en amont avec des valeurs et des principes. Mm-hmm. Voilà. Et puis, quatrième étape qui est importante. Donc là, on a signifié un petit peu cette étape de célébration, comme il appelle ça dans le John Croft, dans le Dragon Dreaming. Des moments en fait qui sont un peu une boucle de rétroaction dans le système où on va se donner du feedback, du retour, de donner de la reconnaissance. Alors souvent, les personnes donnent de la reconnaissance. Souvent, c'est de la reconnaissance critique. Il y a tout ce qui ne va pas. qui était désagréable et tout ça, et encore, il y a pas mal de non-dits, mais assez souvent, et ça quelque part c'est un des travers souvent de notre cerveau, on a tendance à avoir le cerveau qui focalise sur ce qui va pas. C'est vraiment intéressant en équipe d'apprendre à cultiver des feedbacks positifs. Idéalement, ça serait 3 trucs cool pour un truc pas cool. Et ça se muscle, ça s'apprend. C'est pas forcément évident au début, mais avec le temps, vraiment, c'est quelque chose qui vient nous transformer et qui change le mindset à nouveau. Et accessoirement, partager, donner de la reconnaissance aux autres, en recevoir, c'est quelque chose qui peut donner de l'énergie.
Donc c'est assez rigolo de voir comment le rêve peut gonfler l'énergie, le plan, l'action peuvent commencer des fois à tirer, on rencontre des difficultés, c'est pas facile, les pratiques du terrain. Et puis à un moment, on fait une petite pause. Ok, on en est où? C'est quoi la situation? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce que j'ai apprécié? Qu'est-ce qui s'est moins bien passé? Et du coup, il y a un autre aspect, il y a donner de la reconnaissance, mais il y a aussi vraiment ce côté de ok, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette expérience? En quoi cette expérience peut augmenter mon discernement et ma sagesse individuelle, notre discernement et notre sagesse collective? Quels sont les éléments qu'on pourrait améliorer? Est-ce qu'on peut améliorer notre cadre intentionnel? Est-ce qu'on peut améliorer nos rêves en rêvant plus fort, en rêvant moins fort? Est-ce que on devrait mettre plus d'étapes dans nos séquences de projets? Est-ce qu'on devrait voilà, ça invite vraiment à re-questionner un petit peu tous les éléments. Qu'est-ce qu'on devrait commencer? Qu'est-ce qu'on devrait arrêter? Qu'est-ce qu'on devrait faire plus, moins? Qu'est-ce qu'on devrait continuer, faire un peu différemment? Et du coup, en fait, on retombe dans quelque chose d'apprenant, quelque chose de dynamique qui permet de cheminer systématiquement. On vise un idéal, il y a un soi actuel ou un nous actuel et un nous idéal. On tend à ça et en fait sur le chemin on apprend et ça nous transforme. Et quelque part, d'accueillir, d'être conscient qu'ensemble en fait on est dans un processus quelque part. On est dans un processus qui nous transforme à travers nos interactions, à travers les projets. Oui. Et ça, c'est un levier qui touche à la pérennité en fait de l'équipe. Une équipe qui est capable d'apprendre et puis de justement s'adapter, et ben elle cultive sa résilience et puis du coup, a priori, ça survit mieux que ceux qui sont pas résilients. C'est ça. En fait, la célébration, c'est très en lien avec quand je sais pas si vous êtes intéressé aux approches à la systémie. La systémique, elle parle beaucoup des liens entre les éléments. Et comment en fait chaque élément peut informer les autres et qu'il y a des systèmes de rétroaction et tout ça, ça invite à s'ajuster. Sauf que si on n'entend pas les signaux, on s'ajuste pas et à un moment on peut devenir un système dysfonctionnel. Donc c'est vraiment très important d'apprendre à accueillir ça et à se laisser transformer. Ouais. Voilà. Et du coup, ça nous fait retomber exactement comme quoi il y a de la logique dans le déroulé. Incroyable. Je sais pas qui a fait ça. Ah d'accord. Non, c'est un peu les deux. C'est un peu les deux. Qui a décidé? Je sais plus. Voilà. On a décidé pas mal de choses ensemble. C'est vrai. De loin pas tout, mais pas mal de choses ensemble. Voilà, donc dernier chapitre des points, des clés en fait qu'on a pu relever sur l'ensemble de la mise en place de la gestion de projet agile, gouvernance participative. C'est le dernier, c'est c'est l'action fort de tout ça, de toute cette théorie, et comment faire le pas, comment y aller, qu'on y soit déjà et qu'on ait envie de progresser ou quelque part qu'on parte de zéro et voilà. Donc c'est un peu l'étape de l'activation, de l'action. On retombe quelque part sur le mindset du début, d'avoir ce fameux état d'esprit apprenant. Il n'y a pas d'échec, soit je réussis, soit j'apprends. C'est ça, soit je réussis, soit j'apprends. Et entre les deux, finalement, j'apprends est potentiellement encore plus valorisant que je réussis. Quoique, ça se travaille dans ce fameux état d'esprit. Et une des personnes qui nous a beaucoup aidé dans tout ce processus aussi, Martin Latulipe, lui il dit, et François Lemay aussi ils le disent, quelque part d'arriver à son objectif, il y a un moment donné on l'atteint et puis rapidement on va avoir envie d'en atteindre un autre. Alors que quand on est dans un état d'esprit de croissance, de développement, d'apprentissage, c'est le chemin qui devient malin, c'est le chemin qui devient intéressant. Et on vise plus l'objectif, on vise plus la perfection, ou on vise plus le rêve de l'idéal. On vise finalement simplement à devenir une meilleure version de soi-même, à apprendre encore plus, à grandir de ses erreurs. Et puis, il y a quelque chose aussi, personnellement, que moi j'ai appris qui m'a soulagée de mes grands objectifs, c'était finalement je peux avoir du plaisir au quotidien sur le chemin, même si je suis encore un petit peu loin de l'objectif, mais je savoure et je cultive le fait que je m'en rapproche. Et finalement c'est plus cette démarche-là qui devient intéressante de mon point de vue. Voilà, puis il en restait un dernier, si tu veux en parler ou... Ouais, absolument.
Déjà sur le côté apprendre en continu. Donc ouais, effectivement, j'aime bien ce côté, en fait, quand on parle d'état de soi actuel, soi désiré, le soi désiré, c'est une espèce de finalité, et quelque part que c'est plus un soi désiré, c'est un soi de croissance, un soi évolutif, un soi exponentiel. Ça, je trouve intéressant. Par rapport aux équipes, en quoi c'est une clé, un moment d'apprendre en continu. Il y a des auteurs, je crois, est-ce que c'est Peter Senge, la 5e discipline. Il y a un côté, en fait, comment on devient une organisation apprenante. Voilà, ça fait un peu le pont avec ce qui a été partagé sur l'étape, avec la célébration, qui nourrit beaucoup ça. Et je trouve intéressant de rester humble, en fait, sur les chemins quand on rentre dans ce genre de démarche. C'est quelque chose qui va progresser par étape, et c'est bien naturel. Donc quelque part de se mettre en paix avec ça. Je vais cheminer, nous allons cheminer, il va y avoir des progrès. Et une manière, par exemple, d'apprendre en continu que je trouvais intéressante, une stratégie pour mieux intégrer les choses, des fois, c'est de transmettre. Donc ça peut être intéressant de jouer avec des cascades d'apprentissage, par exemple, pour des équipes. Il y a souvent un enjeu il y a des personnes qui se forment, des fois c'est des petites équipes, alors tout le monde se forme et ils apprennent à rentrer un petit peu dans ce processus qui est un processus apprenant. Mais parfois, en fait, c'est pas tout le monde qui s'est formé. Du coup, les premières personnes peuvent commencer à transmettre un petit peu des éléments aux autres. Et au fur et à mesure qu'elles commencent à transmettre aux autres, ça leur fait rencontrer des problématiques, des choses qu'elles n'avaient pas forcément super bien intégrées, qu'elles peuvent ramener et monter en compétences, aider les autres à monter en compétences. Et en fait, il y a un système un petit peu de cascade comme ça, de niveau de compétences, qui est vraiment intéressant à mettre en place. Et puis, autre élément qu'il y avait sur ce dernier chapitre, c'était un moment, en fait, à partir du moment où des personnes ou des équipes s'intéressent à ça, comment on peut s'entourer quelque part, se créer un environnement qui est soutenant. L'environnement qui est soutenant, ça peut être des relations, les partenaires, la famille, ça peut être des amis, ça peut être des mentors. Par exemple aussi sur des communes qui feraient des démarches de démocratie participative, est-ce qu'elles peuvent se mettre en lien avec d'autres communes qui ont peut-être déjà réussi des trucs ou alors qui sont à des mêmes niveaux? Comment on peut créer des groupes de pairs, des personnes qui recherchent quelque chose, qui sont en train d'expérimenter des choses similaires, alors soit de niveau équivalent, et puis voilà, on s'entraide en essayant d'apporter des propositions, des pistes à des personnes qui en cherchent, en partageant les expériences qu'on a vécues, des choses comme ça. Et des fois, ça peut être d'avoir des groupes de pairs où il y a des personnes qui ont plus d'expérience, qui mettent à disposition. Mais voilà, il y a moyen de se créer des écosystèmes pour soutenir les apprentissages des uns et des autres. Parce qu'il n'y a pas de mystère, il y a vraiment plein d'apprentissages sur ces gestions participatives. Les apprentissages du savoir-être, avec se connaître, faire le chemin qui est juste, le communiquer avec les autres, donc des dimensions qui sont plutôt relationnelles, de soi à soi, de soi aux autres. Et puis les apprentissages beaucoup plus techniques, méthodologiques, avec des outils, avec des étapes, avec des choses comme ça. Donc c'est plein d'apprentissages. Et en même temps, des fois, il y a j'ai souvenir sur le MOOC de l'Université du Nou, il disait des fois les personnes se retrouvent à avoir que leur projet, c'est la gouvernance. Non. La gouvernance, la gestion, tout ça, c'est pour réussir les projets. C'est pour faire d'autres choses. A priori, ce ne sont que des stratégies qui permettent de s'organiser ensemble, de communiquer mieux, d'amener de la fluidité, de faire que toute cette mécanique collective, elle prenne moins de temps, moins d'énergie et qu'elle permette d'atteindre plus facilement les résultats. Voilà. Bon, on a présenté une belle brochette de leviers. Certains vont être significatifs pour vous, d'autres peut-être pas. Peut-être certaines thématiques sont déjà totalement fluides pour vous.
Voilà. Peut-être si vous voulez nous faire un petit feedback sur peut-être votre expérience, qu'est-ce qui a été pour vous les leviers les plus importants dans vos projets, que ce soit à un niveau individuel ou au niveau de l'équipe, ou au niveau justement de ces mécanismes structurels. Laissez-nous un petit message. Voilà, nous on est toujours très intéressés à savoir en fait qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous, pour pouvoir adapter aussi notre soutien en fait à vous, à vos projets. Voilà. Voilà. On espère que ça vous a plu. Du coup, oui, effectivement, si des personnes veulent suivre un petit peu nos activités, vous pouvez rejoindre sur des pages Facebook, LinkedIn. On a notre site web aussi où vous pouvez trouver des informations. Alors, on l'espère le plus tôt possible. On va vous partager des documentations qui reprennent un petit peu tout ce qu'on vous a partagé. Avec des explications sur le sens un petit peu de ces différents éléments, mais aussi avec des outils très concrets et des outils utilisables très concrètement. On propose aussi, vous trouvez ça sur le site web, on propose aussi des formations, il y a différents formats. Il y a des personnes qui s'intéressent à ça et qui ont envie de découvrir quelque chose, mais en mode un petit peu rapide. Donc des formations qui sont plutôt sur un jour d'expérimentation pratique. Avec des apports théoriques en amont. Il y a d'autres formats qui sont plutôt sur 3 jours, donc de pouvoir goûter par la pratique, mais sur un format un petit peu plus long. Et puis pour les personnes qui ont le plus envie d'intégrer ou d'en faire un métier ou d'être soutenantes pour leurs équipes ou pour les équipes, on propose un cursus qui est sur 14 jours, un équivalent 14 jours sur 14 semaines. Voilà. Vous retrouvez tout ça sur le site web. On espère que ça vous a plu, on espère que ça vous sera utile. Et puis, plein de réussite dans vos vies, dans vos relations, dans vos projets. Et puis, à bientôt. À bientôt.